démarre 2023 et vous êtes en train d'écouter le Jeudi littéraire avec Kelvin. Aujourd'hui, on va parler de Marcel Proust et comme d'habitude, on va conclure par la lecture d'un passage précis de l'écrivain. La thématique qu'on va aborder est celle de l'homosexualité, mais commençons directement par une petite introduction. Marcel Proust était un jeune homme de 20 ans qui considérait qu'une malédiction était tombée sur lui. Dans la recherche, l'auteur ne fait pas son coming out, mais il se cache derrière un narrateur mystérieux qui pénètre dans la haute société du XXe siècle. Il s'agit d'un narrateur, jamais acteur, mais toujours voyeur. Plusieurs personnages de la recherche se révéleront homosexuels, complètes ou épisodiques. Au long de la recherche, on trouve une vision pessimiste et torturée de l'homosexualité qui se dégage. Je voudrais apporter votre attention aussi sur l'idée de style de Marcel Proust, parce qu'il avait une idée de style ontologique qui s'interroge sur l'essence des choses et sur leur nature. Son écriture veut nous donner ou mieux restituer les sensations, nous laisser identifier aussi à travers les différentes figures de style, comme par exemple la comparaison, les métaphores qui sont très précis, parce que chez Proust, il faut se souvenir que rien n'est vague. Le style, selon l'auteur, sert pour voir le réel, parce que sans style, on ne peut pas voir et comprendre profondément le réel. Comme je vous ai annoncé au début de ce podcast, on va parler de la thématique de l'homosexualité. Pour la précision, on va parler de Sodome et Gomorrhe, de la première partie de ce 4e volet de À la recherche du temps perdu de Marcel Proust, publié en 1921. La première partie de ce livre tourne essentiellement autour du personnage de Charlus et de l'homosexualité. Le narrateur surprend les états amoureux du parent de Charlus avec Joupion le Giletier, et une solide et durable liaison va s'établir entre les deux hommes. Le narrateur fait avec sa mère un nouveau séjour à Balbec, dont il redécouvre le lieu avec nostalgie. Il y retrouve Albertine et leur relation souvent rageuse, et il s'interroge sur ses propres sentiments. Est-elle attirée par les femmes ? Désormais, tordé par le doute et la jalousie, il se montre souvent odieux avec Albertine, qui souffre de cette attitude et lui reproche sa dureté. Le narrateur est partagé entre le plaisir d'être avec elle et l'envie subie de mettre fin à cette liaison pour retrouver sa liberté. Enfin, il annonce brutalement à sa mère qu'il va épouser Albertine. Après vous avoir donné tous ces détails, on va lire ensemble la première rencontre entre Charlus et Joupion. Le baron de Charlus est membre éminent de la famille Guermantes qui rencontre par hasard Joupion, Giletier qui a son échoppe dans la cour de l'hôtel particulier de la marquise de Villeparisis. C'est aussitôt le coup de foudre entre les deux hommes qui ne s'étaient jamais vus auparavant. Et le narrateur assiste loin à la scène qui lui rappelle le vol d'un bourbon autour d'une orchidée. Malheureusement, on va faire une lecture approximative, mais on commence avec la première rencontre entre Charlus et Joupion. Face à face, dans cette cour où ils ne s'étaient certainement jamais rencontrés, le baron ayant soudain et largement ouvert ses yeux mi-clos, regardait avec une attention extraordinaire l'ancien giletier sur le seuil de sa boutique. Cependant que celui-ci, cloué subitement sur place devant M. de Charlus, enraciné comme une plante, contemplait d'un air émerveillé l'embonpoint du baron vieillissant. Mais chose plus étonnante encore, l'attitude de M. de Charlus ayant changé, celle de Joupion s'est mise aussitôt, comme selon de lois d'un art secret, en harmonie avec elle. Le baron prenait des poses avec la coquetterie qu'aurait pu avoir l'orchidée pour le bourbon providentiellement survenu. Je ne savais pas qu'il peut avoir l'air si antipathique, mais j'ignorais aussi qu'il fut capable de tenir à l'improviste sa partie dans cette sorte de scène de muet, qui semblait avoir été longuement répétée. On arrive spontanément à cette perfection que quand on rencontre à l'étranger un compatriote, avec lesquels alors l'entente se fait d'elle-même, le truchement étant identique et sans qu'on se soit pourtant jamais vu.
Enfin, par ces sentiments de la brièveté de toute chose qui fait qu'on veut que chaque coup porte juste, et qui rompt et émouvoit le spectacle de tout amour. Des regards habituellement dirigés sur une personne qu'on connaît pas. Ce regard ne semblait pas avoir pour but de conduire à quelque chose. Dans les yeux de l'un de l'autre, c'était le ciel, de quelque cité orientale dont je n'avais pas encore deviné le nom, qui venait de se lever. Ces inutiles regards n'êtres que de préludes rituels, un homme oiseau ou un homme insecte, mais regardant son nouveau ami sans étonnement, avec une fixité inattentive jugée sans doute plus troublante et utile, du moment que le mâle avait fait le premier pas, et se contentant de lisser ses plumes. J'avais perdu de vue le bourbon, je ne savais pas s'il était l'insecte qu'il fallait à l'orchidée. Mais je ne doutais plus, pour un insecte très rare et une fleur captive, de la possibilité miraculeuse de se conjoindre. Lors que M. de Charlus, qui depuis des années ne venait dans cette maison qu'aux heures où je pionnier des pas, par le hasard d'une indisposition de Madame de Villeparisis, avait rencontré le giletier, avec lui la bonne fortune réservée aux hommes de chambre du baron. Par un de ces êtres qui peuvent même être, on le verra, infiniment plus jeunes que Jupien, et plus beaux, l'homme prédestiné pour ceux-ci et leur part de volupté sur cette terre, l'homme qui n'aime que le vieux monsieur. Nous concluons notre podcast ici aujourd'hui. Faites-moi savoir ce que vous pensez de ce passage dans les commentaires. À jeudi prochain.